Yeah, we get changed and Et là, on est sur un spot de plongée. On va aller voir une épave. Angra Bay, historical site, used for shipping going from Europe onto Brazil. There is 30 to 40 anchors, built in 1873, sank in 1878. It was a transitional ship between sail and steam, so it has sails, but it also has two boilers to drive the propeller at the back. One of the boilers is more or less intact, the other one is broken down and it's on the other side of the boat. Divers, I'll show you both boilers when we go. Un peu très intrusif, quoi. Et puis en même temps très émouvant parce qu'en général les épaves elles vont couler corps et biens. Ça permet juste de voir que la mer a ses propres secrets et nos propres secrets. Beaucoup de naufrages qui n'ont pas été expliqués. Et puis parfois ça permet aussi de comprendre un peu mieux les échanges commerciaux, puisque il m'est arrivé de plonger sur des épaves étrusques avec flopées d'amphores, et comme ça permettait de voir, on trouvait encore du vin quasiment consommable. Voilà. Donc quand on ajoute déjà à l'émotion de la plongée, l'émotion de rentrer dans l'histoire, ça fait des plongées qui sont assez sublimes. Ça montre en tout cas que l'océan a relié les hommes depuis longtemps et que les premiers morceaux de bravoure probablement c'est l'océan qui les a suscités. Et que s'il n'y avait pas eu ces océans pour relier les hommes, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Du coup, on est sur l'île de Pico et du coup, on va aller explorer un tunnel de lave qui s'appelle Furna Nuova 2. D'après la topo qu'on a, elle est assez longue, il y a à peu près 800 mètres ou 1 km de galerie. Et elle fait partie des cavités classe A de l'île, donc des belles cavités. Mais celle-ci, l'idée c'est d'aller l'explorer tous ensemble avec aussi Jean-François, notre astronaute qui est avec nous aujourd'hui. Il que c'est très... Dans 150 mètres, vous arriverez à destination. C'est la solution. Deux options contradictoires. Et l'idée c'est de vérifier laquelle des options paraît être la plus intéressante pour accéder sans trop galérer à la cavité. À mon avis, ici, on est sur le gros sentier. On valide. Là, un plus petit. Et ici, on pourra retrouver celui-ci de sentier. Et juste faire les derniers mètres. On valide par ici? On valide. C'est parti. Et on prend à droite après. On fait tac, tac, tac. Vous êtes des spécialistes de la boussole, vous, alors, j'imagine? De l'orientation. Ouais, oui, que ce soit sous terre ou à l'extérieur. Pour avoir une idée de ce que fait. On n'est pas là, mais regarde, il y a un autre groupe ici. Bien vu. Ça. C'est peut-être celui-là? Non. Non, le nôtre. Laura? Oui. C'est possible que ce soit lui. C'est-à-dire qu'il nous a donné des fausses coordonnées? La précision des coordonnées n'a jamais été excellente. Ou alors c'est possible que lui fasse partie du réseau. Un réseau à plusieurs entrées. Est-ce qu'on se scinde en deux et on essaie de se retrouver sous terre? Comme un rendez-vous spatial. Tu sais que le grand challenge du rendez-vous dans l'espace, un objet qui est plus haut est plus lent que toi. Donc quand on lance en général dans une verticale qui est en arrière, okay. Et on reste sur une orbite plus basse pour rattraper. Okay. Et le problème, c'est que si on veut ralentir pour rejoindre, il faut accélérer maintenant. C'est-à-dire, dans l'espace, il faut accélérer pour ralentir. Il y a une époque, pour entraîner les astronautes au rendez-vous qui n'est pas du tout intuitif, à cause des lois de la mécanique orbitale, on les mettait dans des jeeps à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, et la vitesse dépendait de la rotation des roues du volant. Et on leur dit, voilà, retrouvez-vous à tel endroit en même temps. Sur Pico, comme nous disait
Comme nous disait un des spéléos, c'est vraiment une des îles où il y a quand même encore énormément d'exploration à faire. Alors, ça dit quoi là-bas? C'est énorme. C'est énorme. Bah là on y va. Hein. Très très beau. Allez, c'est parti. On se sert. Allez, on se sert. Après On va explorer une grotte qu'on ne connaît pas, où on a très peu d'informations. Donc ça reste un milieu naturel, donc on ressort rien de la grotte. Et tout ce qu'il n'y a pas besoin de toucher, on y regarde avec les yeux pour ne pas risquer d'y abîmer. C'est ça qui est beau dans la nature. Tu as vu comment les racines épousent les cailloux pour aller chercher ce dont elles ont besoin. L'arbre il pousse et... Et puis elles évitent que ça s'effondre. Hein. Je serais plutôt partie de l'autre côté par contre. Économiser l'énergie. Parce qu'en regardant comme ça, la première impression, on pense que ce sont des racines d'arbres. Et en fait, c'est des coulées de lave qui prennent la forme de... Ah, c'est beau, regarde. Tu vois, là, on mérite vraiment le qualificatif d'explorateur, là, tu vois. Surtout pour ceux qui l'ont jamais fait. Je ne suis jamais rentré dans une grotte volcanique, jamais. Là on le voit, c'est vraiment inclus dans la roche, si on regarde bien. Et c'est mou? Les charbons qui ont été réhumidifiés. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure on marche dans une espèce d'argile complètement noire. Ah oui. Sur Terre, on est protégé par le champ magnétique terrestre, mais sur la Lune, sur Mars, il faudra concevoir les habitats artificiels ou utiliser des habitats naturels comme les grottes pour créer le lieu de vie. Et ça ressemblera peut-être à ça. Tu sais, tu regardes la façon dont Hergé dessinait la surface lunaire et même les grottes. Il a imaginé des grottes avec de la glace au fond des grottes. Sur Lune, c'était purement imaginaire de sa part et aujourd'hui on le constate. Hein. C'était prémonitoire. Mais l'apparence, c'était ça, exactement les mêmes aspérités, un peu d'humidité par endroits, les roches qui ont des formes totalement indéfinies, imprédictibles, en vrac dans tous les sens. Plus on connaît la Terre en tant qu'être géologique, climatique, tectonique, et ça inclut donc les phénomènes d'écoulement de lave, plus on saura comment vivre avec dans le long terme. Moins on sera surpris par des événements qu'on ne comprend pas parce qu'on n'avait pas exploré. Mais il y a une satisfaction chez l'être humain, il y a une jouissance intellectuelle à comprendre quelque chose que les anciens ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas le savoir, parce qu'ils n'avaient pas exploré, parce qu'ils n'avaient pas les technologies, par exemple. Et pour un astrophysicien qui étudie une étoile, il étudie sous toutes ses formes. Une fois qu'il a fini d'étudier qui sait tout, dans le champ de vue, il y en a une qui est un peu plus loin. Et c'est infini, donc il est toujours un peu frustré. Mais quelque part, cette frustration est formée de satisfaction successive d'avoir répondu aux questions. Et la connaissance de l'univers a fait des bonds gigantesques ces dernières décennies. Hein. Maintenant, il y a une partie de nous que nous n'avons pas suffisamment explorée, c'est l'esprit. Voilà. Et c'est cette troisième dimension qu'il faut, à mon avis, explorer. Voilà. Et qu'avant d'aller chercher sur la Lune des bouées de sauvetage, regardons en nous ce qui dysfonctionne. Comprendre pourquoi, justement, nous sommes victimes de notre trop grand succès. Et c'est cette partie-là qu'il faut essayer de domestiquer. Voilà. C'est plutôt vers ça, à mon avis, qu'il faut. L'exploration, les choses à découvrir, on en aura toujours. Mais l'urgence, là, pour les décennies qui viennent, peut-être en tout cas pour le siècle qui vienne, c'est dans ce sens qu'il faut explorer. Comment, pardon d'employer des trucs qui peuvent paraître totalement neuneux, mais qui sont essentiels, miser sur l'amour plutôt que sur la haine. Voilà. Donc, dit autrement, la prochaine révolution à laquelle on doit aboutir
C'est pas une révolution technologique, pour moi, c'est une révolution de l'esprit. L'exploration cherche à répondre à des questions scientifiques. L'exploration ici, elle cherche à vivre des sensations nouvelles pour nous. Après, pour les connaisseurs comme eux, c'est augmenter leur savoir. Ils sont professionnels, donc. Mais voilà, nous on est là dans le plaisir de découvrir et d'engranger dans ces cases mémoire des émotions visuelles, sensorielles, sociales et humaines qui nous enrichissent. Mais dans tous les cas, ça nous rend plus sages. La sagesse, elle vient avec l'augmentation du savoir sous toutes ses formes et le savoir ne vient qu'avec l'apprentissage par les anciens et l'exploration par soi-même.